On est toujours ensemble sur Média TV. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction. Et Omar Baldé vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Omar. Bonjour Pape Cheikh Diouf. Et ce matin, nous allons presque traverser tout le continent pour nous rendre en Afrique du Sud où le virus est très actif. C'est le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Et récemment, une nouvelle souche du coronavirus a été détectée et vous allez nous en parler aujourd'hui avec votre invité. Effectivement, donc on va voir l'impact aussi. On va aussi voir l'impact du coronavirus en Afrique du Sud sur les plans socio-économiques notamment. On va en parler dans l'invité de la rédaction et c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Média TV. L'Afrique est relativement épargnée par le Covid-19 comparé aux autres régions du monde. À ce jour, le continent ne compte que 2,5 millions de cas recensés alors que l'on a franchi la barre des 77 millions à travers le monde. Sauf que sur le continent, un pays est touché de plein fouet. Il s'agit de l'Afrique du Sud avec près d'1 million de cas. Plus encore, une nouvelle souche du virus vient d'y être détecté, ce qui nous pousse donc à nous intéresser à la situation sur place. Nous en parlons avec François Conradi, économiste au NKC African Economics, un cabinet basé dans la brillante ville du Cap. Bonjour François Conradi. Bonjour Omar. Alors François, que sait-on de cette nouvelle souche du Covid-19 détectée en Afrique du Sud? Alors, sur le point de vue biologique, je ne suis pas certain, mais d'après le ministère de la Santé, c'est une souche qui diffère de la première souche du virus en étant plus transmissible qu'avant. De la même façon que nous avons vu au Royaume-Uni, c'est une souche qui se propage plus rapidement à travers la population et aussi, apparemment, infecte plus de jeunes que n'était le cas pendant la première vague. Cependant, ils disent que c'est une nouvelle souche, cette évolution n'affectera pas l'effet du vaccin. Donc, pour l'instant, ils pensent que les vaccins qui ont été développés seront efficaces contre la nouvelle souche de la même manière que contre l'ancienne. Alors, vous le disiez tout à l'heure, donc ce sont les jeunes qui sont les plus infectés. Pourquoi les jeunes? Est-ce c'est par non-respect des gestes barrières? Pourquoi? Oui, donc c'est pas forcément que les jeunes sont plus affectés que les vieux. C'est juste que par rapport à la première vague, pendant la première vague, nous avons vu que les jeunes étaient épargnés et maintenant ce n'est plus le cas. Donc une grande partie de l'explication pourrait être effectivement, comme vous l'avez dit, que les jeunes ne respectent pas les gestes barrières. Qu'à la conclusion d'une année scolaire, parce que notre année scolaire vient de se terminer, fatigante, isolée, solitaire, les jeunes ont profité de l'été en se voyant, en organisant des fêtes, où voilà, ils n'ont pas respecté les gestes barrières, peut-être qu'ils ont c'est des fêtes où ils ont bu, mais surtout des fêtes où ils se sont rassemblés à centaines, voire plus de 1000. Et donc, nous avons eu plusieurs instances de grandes fêtes de gens qui venaient de terminer l'école, qui ont été qualifiés d'événements super propagateurs, qui ont propagé le virus très largement. Alors, dans ce contexte, quelles sont les mesures prises en cette fin d'année pour empêcher une plus forte propagation du virus? Alors donc, il y a eu des mesures assez radicaux pour empêcher les gens de se rassembler. Donc, entre autres, les plages sont fermées dans plusieurs pays, donc stations balnéaires, donc, parce que nous sommes en vacances d'été, les gens prennent leurs vacances, descendent en bord de mer et vont à la plage. Donc les plages sont fermées dans la province du Cap oriental, dans une partie du Cap occidental et pendant quelques jours dans KwaZulu-Natal, plus au nord. Donc il y a ça, un couvre-feu a été étendu et les mêmes règles qu'avant ont été mises en place pour limiter le nombre de gens qui sont présents dans des restaurants et des bars.
Donc les établissements publics ne peuvent pas être remplis à plus que 50% de leur capacité et doivent fermer à 10 heures. Voilà. Il faut toujours, en entrant dans un établissement, se laver les mains, se faire prendre la température et avoir un masque, sauf quand on est à table. Donc, globalement, ce sont des mesures assez classiques qu'on voit partout à travers le monde. Cela dit, sachant un peu la complexité de la démographie sud-africaine, aujourd'hui, quelles sont les communautés les plus touchées par ce virus? Non, tout le monde est touché de la même façon. Donc, peut-être que à la rentrée, nous allons voir des différences, peut-être dans le sens où peut-être il y a des gens plus pauvres qui donc se rassemblent en plus proche proximité, qui voyagent en transport public, seront plus à risque. On pourrait penser que les gens qui voyagent en voiture. Donc ça reste à voir, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de différence de classe ou de couche sociale. Tout le monde est affecté de la même façon. Mais c'est maintenant que le gouvernement craint que justement les voyages que font les gens pour les vacances d'été, pour se rassembler avec leur famille pour la fête de Noël, vont plus propager le virus que nous avons vu jusqu'à là. Alors, on sait que l'Afrique du Sud, quand même, c'est un poids assez conséquent en Afrique. C'est un pays, certes, situé à la pointe sud du continent, mais très ouvert sur le monde. Globalement, est-ce que c'est dû à cette forte connectivité avec le reste du monde ou plutôt à des facteurs locaux, ce taux de propagation du virus dans le pays? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Donc, au début de la pandémie, je pense que ça a bien été l'ouverture de l'Afrique du Sud qui a été la raison pour une propagation rapide au début. Donc, les premiers cas du virus en Afrique du Sud, c'était des touristes sud-africains qui sont rentrés d'Europe en portant le virus. Après, dans la seconde vague, je pense qu'il y a aussi un élément nous testons plus que d'autres pays. Donc, on a vu au mois d'octobre, novembre, par exemple en Éthiopie, l'incidence de Covid partir en hausse. Et après, les autorités parce qu'il y a eu la guerre qui a éclaté là-bas, ils ont arrêté de tester. Donc, il se peut que c'est un pays qui est bien plus affecté qu'on ne le croit. Donc, il y a ça. Mais après, je ne suis pas sûr. Et peut-être qu'il y a des facteurs climatiques dedans, donc, parce que nous ne sommes pas dans un climat tropical. Peut-être que c'est quelque chose qui affecte la propagation du virus. Mais je ne sais pas. C'est pas il se peut aussi qu'il y a des transports en public qui sont plus utilisés massivement que dans notre pays, mais je ne suis pas certain. Nous pensions que ce ne serait pas un problème aussi urgent en été, que ça allait redevenir un problème en automne, qui est la saison de la grippe. Mais ça n'a pas été le cas. Donc la seconde vague va bientôt être plus sérieuse que la première. En plein été donc. Alors cela nous pousse à voir un peu quelle a été la gestion de la pandémie par les pouvoirs publics. Globalement, comment le Sud-Africain lambda est dans le pays, comment voit-on la gestion de cette crise par les autorités publiques? Donc je pense que les gens ont supporté, ont été d'accord avec les mesures prises au début, mais il y a eu beaucoup d'instances de corruption, de fonds alloués à la réponse médicale qui ont été volés ou mal distribués. Donc ça a donné naissance à un sens de frustration et d'impatience avec le gouvernement. Et après aussi, je pense que en prenant une vue plus longue, les gens se sont rendus compte que les facilités médicales ne sont pas à la hauteur où elles devaient être. Donc on sera bientôt
un peu débordé. Dans certaines provinces, on a des problèmes de capacité dans les hôpitaux. Et c'est pour ça que dans ces provinces, justement, donc je pense au Cap oriental, les plages vont être fermées, les mesures de restriction sont plus strictes. Donc globalement, je dirais que nous n'avons pas de sérieux problèmes avec les politiques du gouvernement, mais la façon dont les politiques ont été actées, il y a eu des lacunes dedans. Alors, cela dit, est-ce que le système sanitaire, on voit des villes comme le Cap où vous êtes justement, on dit que le système sanitaire est presque au bord de la rupture. Globalement, est-ce que le système sanitaire à ce rythme pourra continuer de tenir? Je rappelle quand même tout de même qu'on enregistre des cas de guérison extrêmement élevés. Sur le à peu près million de cas, on a à peine aujourd'hui 150 000 personnes hospitalisées. Mais cela dit, est-ce que le système sanitaire parvient à suivre? Oui, pour l'instant, oui. Donc, il y a, si on dit globalement, oui. Les problèmes se posent dans certaines villes, dans les provinces plus pauvres, où ce n'est pas le cas, où surtout les lits de réanimation ne sont pas suffisants, les transports, les ambulances, il n'y a pas assez d'ambulances pour transporter les malades. C'est là où on voit des stress sur le système sanitaire. Mais dans les grandes villes, pour l'instant, ça va. Mais il y a la crainte qu'au moment de la rentrée, que les gens vont rentrer dans les villes de l'intérieur, Johannesburg, Pretoria, quand ils rentreront de vacances, et que soudainement, ces grandes villes, qui sont des très grandes villes, seront affrontées à des vagues que pour l'instant, parce que pour l'instant, le grand problème, c'est en bord de mer. Que à la rentrée, ces grandes villes intérieures vont être plus affectées que maintenant. Alors, cela nous conduit à nous poser une autre question assez importante, à savoir la lutte contre les autres pandémies. Je fais notamment référence au sida. Est-ce que le coronavirus n'a pas stoppé cette lutte-là et peut-être contribué pour le moment, peut-être c'est difficile à mesurer, à la hausse des cas de VIH ou à l'aggravation de ce qui était déjà constaté? C'est une bonne question et oui, il y a des gens qui ont critiqué le gouvernement en disant que en mettant tout le focus sur le coronavirus, on négligeait d'autres épidémies. Donc pas vraiment le VIH où le traitement est assez bien bouclé, je dirais, mais le tuberculose et des problèmes d'infection de tract respiratoire, qui quand même est un problème sanitaire très sérieux en Afrique du Sud, et où les gens ont été déconseillés de partir à la clinique par peur d'y attraper le Covid. Donc il y a des critiques comme quoi, effectivement, ces problèmes ont été plus sérieux que dans une autre année. En même temps, on a aussi vu que la manière dont nous avons tous porté des masques et on se lave les mains tout le temps, ça a eu le résultat qui n'a pratiquement pas eu de grippe normale cette année. Et d'autres maladies infectieuses des poumons aussi ont été un peu restreintes dans leur propagation par ces mesures que nous avons prises. Intéressant alors comme constat. Parlons à présent de notre volet aussi assez important, l'impact économique, l'impact socio-économique de la crise. Quel a été, si on ose mesurer, l'impact de cette crise-là sur l'économie sud-africaine que l'on savait mal en point depuis ces dernières années? L'impact a été très sérieux. Donc chez NKC, nous prévoyons une contraction de PIB cette année dans les 8,5%. Et il se peut que l'année 2021 soit aussi une année très difficile économiquement. Donc, comme vous l'avez dit plus tôt, notre économie est assez ouverte sur le monde. Donc, il n'y a pas eu de tourisme, comme a été le cas au Maroc d'ailleurs. Mais c'est plus aussi parce que c'est une économie où le secteur tertiaire, les services sont très importants
quand les gens restent chez eux et ils ne dépensent pas, ça donne des problèmes, des retombées sur le secteur des services qui après affectent tout plein d'autres firmes dans la chaîne de valeur. Donc à travers les services, ça a souffert. Après aussi les exportations à cause des difficultés qu'ont eu les entreprises à trouver leurs entrées. Et aussi par le fait que nous exportons toujours des matières premières, surtout le minerai de fer, et les prix des matières premières ont chuté cette année quand la Chine a fermé ses frontières. Donc à travers toutes ces mesures, oui, ça a été une année très difficile et on s'attend à une contraction de presque 1/10 du PIB cette année. Alors, une contraction de près d'1/10 du PIB. Alors, cela nous pousse à voir d'autres secteurs, comme vous avez cité tout à l'heure. On a vu le secteur minier, le secteur touristique, l'aérien, qui sont extrêmement touchés. Comment, dans ce contexte, selon vous, l'Afrique du Sud pourra continuer à tenir son rang sur le plan continental et peut-être même au sein des pays du G20 dont elle est membre? Oui, donc tout ça reste à voir. Donc tout ça reste ça dépend de si le gouvernement peut et les populations aussi. Si nous pouvons trouver une manière pas dangereuse, une manière d'aller au restaurant ou d'aller au théâtre ou de trouver des nouvelles manières de consommer des services qui ne sont pas dangereuses du point de vue sanitaire. En un mois, retrouver votre vie normale sans vous exposer. Exactement. Donc ça, c'est ce que, comme partout dans le monde, nous sommes en train de faire. Donc on peut voir les gens déjeuner dehors, mais préférer ne pas rentrer dans un bar fermé et des choses comme ça. Donc ça, de ce point de vue, il y a du progrès, mais le secteur tertiaire va être le dernier à se relever. Les exportations ont un peu repris avec la Chine qui donne l'impression d'avoir battu le Covid. Donc là, ça va. Le tourisme aussi, je pense que ça va prendre un moment avant que le tourisme international ne revienne. Mais en même temps, les Sud-Africains qui aimaient partir en vacances à l'étranger, maintenant, prennent des vacances chez nous. Donc il y a un degré auquel les visiteurs étrangers ont été remplacés par les Sud-Africains. Donc ça va être difficile et je pense que pendant un moment, des espérances de croissance très rapide ne vont pas se réaliser, mais il y a des raisons de penser que ça pourrait être moins mauvais qu'en 2020, que ça va être une année très difficile, mais que à l'avenir, nous allons trouver des moyens de relever l'économie. Donc, en un mot, une reprise assez timide qui se dessine en 2021. Merci beaucoup, François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste au cabinet NKC, African Economics, et vous étiez en direct avec nous depuis la ville du Cap, en Afrique du Sud. Merci beaucoup, François. Merci, Omar. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Donc, retrouvez cet entretien sur notre site et sur nos pages, sur nos pages sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à vous sur Médien TV et très bonne suite de programme.